Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quand les équipes de CGBAT vous promettent un webinaire technique et réglementaire sur l'évacuation des produits de combustion, eh bien, les équipes de CGBAT tiennent parole, malgré une féroce concurrence en face contre laquelle il est difficile de lutter, j'en conviens. Vous aurez évidemment compris que je faisais référence à ce choc de la Coupe du Monde de football et le match Suisse-Cameroun des familles, programmé en même temps que notre événement. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire technique et réglementaire proposé par CGBAT et intitulé « Décryptage du nouveau guide EVA PDC », événement que j'ai une nouvelle fois le plaisir d'animer, Ludovic Gutiérrez, en compagnie de la Dream Team d'experts. J'ai nommé Mathieu Helbert et Jean-Claude Mola, tous deux de CGBAT. Bonjour messieurs. Et bonjour. La dernière recrue du Mercato, Marc Berger de GRDF. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Marc. Avant de commencer et que les tribunes se remplissent, garnissent, je vais vous rappeler les règles d'usage, car finalement, eh bien, c'est l'usage. Tout d'abord, je précise que ce webinaire est enregistré. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Nous vous apporterons, je l'espère, les réponses en direct, ou si tel n'est pas le cas, une foire aux questions vous sera envoyée en même temps que le lien du replay. Et enfin, il n'y aura pas de temps additionnel. Je m'engage donc à respecter le timing en vous libérant à midi. L'introduction étant faite, l'objectif de ce webinaire est de porter à la connaissance de la filière du bâtiment les nouveautés réglementaires autour de l'EVA PDC, le tout sur un ton pédagogique, didactique et dans la bonne humeur. Pour ce faire, eh bien, le programme de la prochaine heure s'affiche à l'écran et on va le balayer ensemble. Hop, ch'touk. Alors, du coup, nous avons poser une première question. Quoi de neuf du côté du conduit 3CEP? Rappel de l'architecture de la réglementation gaz et de la structure du guide EVA PDC. Troisième partie, présentation des principales évolutions du guide EVA PDC édition numéro 2. Et enfin, dernière partie avec vous Jean-Claude, EVA PDC des sites de production d'énergie, les fameux SPE, appareils étanches. Sans plus tarder, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, répondant progressivement à la question de cette première partie, quoi de neuf du côté des conduits 3CEP? Et on va commencer par bisuter le petit nouveau de la bande. Marc, première question d'échauffement. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un conduit 3CEP? Alors, un conduit 3CEP, c'est le système d'évacuation des produits de combustion adapté aux chaudières THPE. C'est un système donc, très haute performance énergétique ou chaudière à condensation pour le côté technique, mais voilà. Ce système-là est mis en œuvre assez facilement dans des nouveaux bâtiments et permet donc de raccorder des chaudières étanches sur un conduit collectif. Et c'est un système qui fonctionne bien. Et je vais vous annoncer quelles sont les nouveautés concernant le système 3CEP. 3CEP. Merci Marc, du coup, de vous être prêté au jeu de cette première question de bisutage. Donc, votre première slide, du coup, correspond au sommaire de votre intervention, finalement. Et alors, de quoi allez-vous nous parler plus précisément, Marc, ce matin? Alors, déjà, quelles sont les nouveautés, en fait, concernant le système 3CEP dans la dernière version du guide EVA PDC? Ensuite, je vous dirai où on peut trouver des informations pédagogiques et pour décrypter la réglementation sur le site, sur le 3CEP. Et ensuite, un petit mémo, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir des nouveautés sur le 3CEP. Voilà les messages essentiels. Donc, sans plus tarder, on va aborder votre premier point. On sait que le CNPG, le Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, est à la plume de la rédaction de ce guide EVA PDC. Comment peut-on se procurer ce nouveau guide et quelles sont les nouveautés spécifiques au 3CEP qu'on peut y retrouver? Alors, tous les guides, et pas que le guide EVA PDC, tous les guides du CNPG sont disponibles sur le site internet du CNPG. Et là, vous pouvez les avoir en téléchargement et surtout être sûr d'avoir la dernière version. C'est important puisqu'on voit que ces guides évoluent. Très bien. Après, le point de compatibilité des conduits que vous vouliez mettre à l'honneur ce matin. Dans les nouveautés en fait, du guide 3CEP, on peut, donc du guide EVA PDC sur le 3CEP, on a vraiment accentué sur la compatibilité des conduits. Il faut voir qu'un 3CEP, c'est un conduit collectif, un conduit de liaison, un conduit de raccordement et une chaudière. Donc il y a un certain nombre d'interfaces à gérer. Et autant le conduit collectif et le conduit de liaison sont fournis par le même acteur, donc là il y a une très bonne adaptabilité. Ensuite, sur le conduit de raccordement est fourni avec la chaudière, donc là aussi
on n'a pas de souci, mais par contre, on avait quand même un souci au niveau de la compatibilité du conduit de liaison et du conduit de raccordement. Et maintenant, en fait, la réglementation demande à ce qu'il y ait un tableau de compatibilité disponible sur le site des fabricants pour être sûr qu'il y a un très bon appairage entre le conduit de raccordement et le conduit de liaison. Très bien, merci Marc. Donc finalement, c'est une question d'emboîtement. Et après, une notion sur la présence de la trappe de visite que vous vouliez... Tout à fait. Alors, pour revenir sur dans le guide EVA-PDC, il y a le protocole de réception des 3 CEP. Dans ce protocole de réception des 3 CEP, il y a la vérification de la présence de la trappe de visite. Avant, cette vérification de trappe de visite se faisait vraiment tout à la fin du protocole. Et donc, quelquefois, en fait, ce n'était pas forcément bien mis en œuvre. Maintenant, la vérification de la trappe de visite est faite au niveau de la deuxième partie du protocole, avant qu'on délivre le certificat de conformité, et donc on est sûr que maintenant la trappe sera présente et adaptée pour la fonction, pour notamment démonter le pied de conduit. Et donc ça, finalement, ça a été ajouté parce que la pratique a constaté... Tout à fait. C'est l'intérêt, en fait, de cette architecture, mais on en reparlera plus tard, l'architecture de l'arrêté et des guides EVA-PDC, c'est qu'avec le retour de la filière, ça permet éventuellement d'améliorer et de corriger à la marge, en fait, ce qui pouvait être corrigé. Très bien, merci beaucoup Marc pour ces précisions. Il y a le guide EVA-PDC dont on parle, qui parle en général de la thématique, et puis il y a 3 fiches pédagogiques de décryptage rédigées par CEGIBAT qui parlent du 3CEP en particulier et dont vous souhaitiez faire la promotion. Marc, c'est à vous. Tout à fait. Il y a donc 3 nouvelles fiches pratiques sur le 3CEP qui sont vraiment... pour tout le monde, en fait, il y a différents niveaux de lecture à l'intérieur de la fiche et ça permet d'être à la fois utilisé par des concepteurs, des installateurs et par les sociétés de SAV. Sont disponibles bien sûr sur l'excellent site CEGIBAT, voilà. Et là, on va les balayer un petit peu. Exactement, pour vous montrer. On va regarder. Voilà, donc vous avez l'accent sur on va balayer les sommaires comme ça. Donc on commence par la fiche numéro 9, appelée la fiche dimensionnement et implantation d'un système 3CEP. Voilà, donc après des généralités, on retrouvera en fait finalement toutes les informations sur le dimensionnement. Donc qui réalise le dimensionnement, comment on réalise un dimensionnement, mais c'est surtout voilà, pour donner vraiment ce niveau de connaissance et un peu là c'est assez pédagogique sur comment on dimensionne un 3CEP, comment on l'implante, parce que bon, un 3CEP ça peut être implanté à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ensuite, c'est aussi sur le tracé et le débouché du 3CEP. Donc là, c'est plus au moment de la conception. Très bien. Alors du coup, là, c'est CEGIBAT qui est à la plume. Et je sais que lorsqu'on a préparé ce webinaire, Mathieu, vous m'avez dit, là, c'est vraiment des fiches pédagogiques de décryptage. Vous aviez apporté un point précis sur cette notion. Si on passe maintenant à la fiche numéro 10, relative à l'installation et à la mise en œuvre. Alors là, on va être beaucoup plus sur pour un installateur, comment on met en œuvre la solution 3CEP, comment on monte en fait les chaudières en fait sur un 3CEP, et aussi donc là le point très important, parce que c'est ce dont j'en parlais, c'est comme il y a le protocole de mise en service du 3CEP a été modifié, cette fiche reprend toutes les nouveautés en fait du protocole de mise en service. Donc là, ça c'est vraiment la fiche très importante, c'est la fiche 10. D'accord, la fiche 10. Et je crois que Mathieu, il y a un motion design sur la chaîne YouTube de CEGIBAT, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a réalisé l'an dernier un motion design qui explique les différentes phases du protocole. Alors, sans forcément rentrer dans le détail des phases, parce qu'on a des étapes par phase, mais en tout cas, on explique les 3 phases du protocole et la logique qu'il y a derrière lorsqu'on souhaite donc assurer le raccordement en gaz. Très bien, donc il y a les 2 outils à utiliser qui sont complémentaires, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de CEGIBAT pour voir ce motion design. Et enfin, on va passer à la fiche numéro 11, orientée sur la maintenance et sur l'entretien du 3CEP. Voilà, là on est sur finalement, une fois que le 3CEP est installé, comment on garantit que ce 3CEP fonctionnera dans le temps et très bien. Donc qu'est-ce qu'il faut réaliser sur l'entretien des chaudières, une chaudière 3CEP, qu'est-ce qu'il faut faire sur l'entretien du système lui-même, et puis quelques informations sur le dépannage, et aussi sur comment on procède lors du remplacement d'un appareil sur un système 3CEP. Alors il y a déjà une première question apparemment dans le chat que la régie m'envoie. Une question de Christophe. Les fiches sont-elles accessibles gratuitement ?
Oui, tout à fait. C'est sur le site de CGBAT. Elles sont accessibles sur la partie réglementation et vous pouvez les télécharger librement. Super, merci beaucoup Marc. Donc on vient de parler de ces 3 fiches. Maintenant, vous souhaitiez mettre l'accent sur 3 points en particulier concernant le 3CEP. Et le premier, c'est les schémas d'implantation. Pourquoi sont-ils si importants finalement, ces schémas d'implantation? On voit que le système 3CEP en fait, est intégré au fur et à mesure au bâtiment. Et on a besoin d'avoir un peu une traçabilité pour savoir exactement quelle chaudière est connectée sur tel 3CEP. Parce qu'on voit dans des bâtiments assez courants, il peut y avoir 3 systèmes 3CEP, un par cage d'escalier par exemple. Et donc il y a 3 CEP, des chaudières connectées, et il faut savoir qui est connecté à qui, pour que, ne serait-ce que pour faire l'entretien, la maintenance, ou même si jamais il y a un souci, on sache exactement comment intervenir. Et donc si on n'a pas ces plans-là, on est un peu perdu. Et donc ces schémas d'implantation, maintenant, avant, donc ça c'est aussi une nouveauté donc, du nouveau guide EVA-PDC, on demande que les schémas d'implantation des conduits 3CEP de l'immeuble soient fournis en même temps que les 3 formulaires de réception du protocole, ainsi que la note de dimensionnement du 3CEP. Ça fait partie un peu du package qui est remis en fait au maître d'œuvre. Très bien, et vous parliez du coup de maintenance dans le cadre du schéma d'implantation. Justement, le deuxième point que vous vouliez mettre en avant, c'était la notion de maintenance. Hop. On sait que l'entretien annuel des chaudières est obligatoire. Qu'en est-il de la maintenance du 3CEP? Pour l'instant, la maintenance des 3CEP n'est pas obligatoire réglementairement, mais elle est donc vraiment vivement conseillée. Elle est décrite dans le cahier des prescriptions techniques de la technologie 3CEP. Et puis, elle est bien sûr préconisée pour que la garantie, pour garantir la pérennité du système. Et un contrat type, en fait, sera proposé dans le livre blanc 3CEP qu'ont écrit toute la filière. Alors, il y avait la précédente version du livre blanc, c'était en 2020. Et donc là, en 2023, il y aura donc une nouvelle version du livre blanc qui intègre en fait un chapitre sur la maintenance et sur le dépannage des 3CEP. D'accord, donc là c'était le 3e point du slide que vous mettez. Voilà. Je vois qu'il y a une nouvelle question toujours sur le chat. Apparemment la régie nous envoie ça. Qui réalise la note de dimensionnement du 3CEP? Alors la plupart du temps, c'est les fabricants de conduits. Un maître d'œuvre va voir un fabricant de conduits en disant voilà le plan que je vais utiliser, voilà comment je voudrais intégrer les 3CEP, et c'est le fabricant de conduits qui propose un dimensionnement avec les chaudières qui conviennent, et donc c'est le fabricant de conduits qui propose la plupart du temps la note de dimensionnement. Donc là on voit bien que l'esprit filière est perdu, parce que voilà, GRDF, CGBAT sont là pour porter la bonne parole, et puis après vous avez les fabricants qui jouent le jeu, les installateurs, voilà, pour travailler vraiment tous ensemble et faire des installations sécurisées et performantes. Il y a une autre question, on voit que le chat est très dynamique. Quel risque du non-respect d'implantation du 3CEP de Michel C. Michel? Non-respect d'implantation. Alors, en tout cas, si c'est le non-respect, le protocole est réglementaire. Le protocole est décrit donc dans le guide EVA-PDC, et le guide EVA-PDC est en référence de l'arrêté. Donc forcément, c'est un des modes de preuve pour vérifier que le 3CEP est bien installé. Il faut faire ce protocole de réception. Et on voit que depuis qu'on le met en œuvre, on voit que c'est vraiment efficace et ça fonctionne bien. Donc c'est vraiment, voilà. Donc le principal brise, donc c'est ne pas être réglementaire. Voilà. De toute façon, après, il faut apprendre en faisant, surtout quand il y a des innovations produits. Voilà, le 3CEP, c'est quand même une... Il ne faut pas oublier aussi que le 3CEP, c'est comme un produit qui est sous avis technique. J'aurais dû le préciser au départ. Donc c'est quand même un produit qui ne fait pas partie du domaine traditionnel. Et donc il faut bien suivre ce qu'il y a dans l'avis technique. Alors voilà. Michel est chaud apparemment, parce qu'il nous re-update d'une autre question. Et faut-il le faire dans un bâtiment en rénovation du coup? Tout à fait, à partir du moment où il y en a un système 3CEP, voilà, quel que soit, voilà, que ce soit dans du neuf ou dans la rénovation, on doit. Mathieu, toute nouvelle installation en fait, de conduits collectifs fonctionnant sous pression donne lieu à un protocole en fait. Très bien. Okay. Michel, voilà, j'espère qu'on vous a... qu'on a bien répondu à vos questions. Bah, écoutez, merci Marc pour toutes ces précisions sur le 3CEP. Bah, vous restez bien évidemment avec nous s'il y a d'autres questions sur le sujet.
On enchaîne avec toi, Mathieu, et cette deuxième partie intitulée Architecture de la réglementation, gaz et structure du guide EVA PDC. On va commencer en douceur pour rentrer progressivement dans le match avec un rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté au précédent webinaire, au passage toujours disponible sur la chaîne YouTube de CJBAT. Mathieu, peux-tu nous rappeler comment s'imbriquent les guides vis-à-vis de l'arrêté et quel est l'intérêt de cette architecture ? Oui, alors en effet, la réglementation gaz en vigueur, donc visant les bâtiments d'habitation, est définie par l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Alors dans cet arrêté, on va trouver un certain nombre d'éléments, donc des exigences, des obligations, des restrictions. Et adossés à ce texte réglementaire, ont été élaborés 5 guides par le biais du CNPG. 5 guides, donc un thématique et un général et 4 thématiques, au sein desquels on retrouve le guide EVA PDC. Et dans ces guides, on a des dispositions qui, dès lors qu'on les respecte, valent présomption de conformité par rapport aux exigences de l'arrêté. Donc les guides sont, comme l'a dit Marc, un mode de preuve, tout simplement. Voilà la structure de cette nouvelle réglementation. Et les guides sont aussi modifiables plus rapidement qu'un arrêté ou qu'un texte réglementaire. C'est un peu l'idée de la souplesse. C'est ça. On apporte de la souplesse, sachant qu'il est possible en fait de modifier ces guides indépendamment du fait qu'il puisse y avoir un arrêté modificatif. Alors s'il y a un arrêté modificatif, il y aura forcément de nouvelles exigences qui seront traduites par des nouvelles dispositions et donc une modification des guides, mais on peut décider de faire évoluer les guides indépendamment du fait qu'il n'y ait pas d'arrêté en fait. Ouais, je vois que Marc hoche la tête, donc on est bien d'accord sur tout ce propos. Ouais, Marc, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ? Bien sûr, et les guides, donc c'est à la main du CNPG, et forcément, c'est bien ce qu'il faut voir, c'est l'administration qui les valide. Oui, en fait, ils sont proposés à l'administration qui les reconnaît. Qui les tamponne. Ouais, du coup, voilà, un autre acteur qui s'ajoute à la construction de l'introduction de ces nouvelles réglementations. Mathieu, donc je vous propose de rentrer davantage dans le sujet qui nous anime aujourd'hui. Vous avez souhaité décrire l'architecture même du guide EVA PDC et l'intérêt qu'il existe à la maîtriser afin d'y naviguer plus aisément. Pour ce faire, vous avez créé un visuel, finalement très visuel, qu'on va balayer ensemble et progressivement, parce qu'il y a de l'animation dans ce visuel. Donc là, on a le guide au centre. Oui, tout à fait. Donc si on peut avoir l'image à l'écran, et on va rentrer progressivement dans son architecture. Hop. Oui, je voulais revenir un petit peu sur la structure du guide, ça me semble important. Comme tu l'as dit, Ludovic, c'est intéressant d'avoir connaissance de cette structure pour pouvoir naviguer plus simplement et trouver les réponses à ces questions dans ce guide. Donc, ce guide est constitué en fait de 6 chapitres. Les 2 premiers introduisent le guide et font mention des généralités. Puis après, on a 4 autres chapitres qui traitent des solutions en fait, d'évacuation des produits de combustion. Alors, pour naviguer dans ce guide, il faut se poser quelques questions, pas forcément beaucoup, mais quelques questions qui permettent assez rapidement de pouvoir cibler la partie du guide dans laquelle on va trouver les réponses à nos questions. Il faut en premier lieu connaître la puissance de l'appareil, donc puissance utile de l'appareil desservi par le système d'évacuation des produits de combustion. Associé à cette puissance, généralement, on va avoir une localisation de l'appareil, alors soit dans les parties privatives, et auquel cas on est sur une puissance inférieure ou égale à 70 kW, soit dans ce qu'on appelle un SPE, un site de production d'énergie. Si je me réfère au chapitre 3, la question qui suit derrière est de savoir si on est sur des appareils de type B ou de type C. Dans l'hypothèse où on est sur des appareils de type B, on se posera la question de savoir comment s'effectue en fait l'évacuation des produits de combustion. Est-ce qu'on est sur du tirage naturel, sur un système d'extraction mécanisée ou sur une évacuation par pression? Et pour les types C, la question qui se pose, si tu peux juste cliquer, voilà, et de savoir en fait quel type de système d'évacuation dessert l'appareil. Donc, est-ce qu'on est sur un système individuel ou collectif? Alors, cette logique, on la retrouve plus ou moins pour le chapitre 4 qui traite des SPE avec des éléments complémentaires sur les exigences propres à l'évacuation des produits de combustion en SPE. Mais c'est à peu près la même logique. À bien trouver l'information en fonction, c'est un peu un logigramme. Voilà, on suit un chemin et derrière, on a la réponse beaucoup plus facilement. Tout à fait. Alors, après, on a le chapitre 5 qui, lui, vise les règles communes des terminaux d'appareils de type C en partie privative, donc toujours inférieur ou égal à 70 kW, et le chapitre 6 qui est une nouveauté,
on en reparlera par la suite, mais qui, lui, traite du remplacement des appareils raccordés à un conduit collectif fonctionnant en pression. Donc le remplacement d'appareils qui sont sur un conduit de type 3CEP existant. Et pour finir, on a des annexes. Très bien, merci Mathieu. En plus, il y a une logique à suivre et c'est plutôt hyper intéressant et structurant en fonction du projet qu'on rencontre. Merci Mathieu pour cette pédagogie. On voit bien que les équipes de CGVAT ont un point d'importance sur la pédagogie. Maintenant, on va rentrer dans le moment que tout le monde attend. Nous allons parcourir ensemble les principales évolutions du guide EVA PDC édition numéro 2, excepté alors les corrections mineures telles que l'orthographe ou la typographie visant la forme du document. Tu souhaitais, Mathieu, présenter 7 évolutions et nouveautés considérées comme majeures pour toi et peut-être pour la filière. La première d'entre elles se situe au chapitre numéro 2, chapitre dédié entre autres aux définitions, avec intégration notamment d'une définition relative aux conduits de liaison dont parlait Marc tout à l'heure, et une autre autour du coffrage. Peux-tu nous préciser ces 2 définitions, Mathieu? Oui. Alors, ces 2 définitions ont été rapatriées dans la partie du chapitre 2, à savoir que ces définitions complètent les définitions de l'arrêté, de l'article 2 de l'arrêté. Et donc, on a eu l'introduction de la définition du conduit de liaison, qui est en fait un copier-coller de celle qui existe en fait dans le NFDTU 61.1. Cette intégration du conduit de liaison est importante parce qu'elle permet en fait de bien délimiter la partie du système EVA PDC qui rentre dans le périmètre du 3CEP de la partie du système d'EVA PDC qui rentre dans le périmètre de la chaudière. Donc ce que disait tout à l'heure Marc en introduction, donc là c'est ça. On cadre bien les choses. Le conduit de liaison fait partie du 3CEP et le conduit de raccordement, donc double pôle, lui, entre dans le périmètre de la chaudière. Concernant le coffrage du coup? Le coffrage, qui est également un copier-coller de la définition présente dans le NFDTU 24.1, alors avec un complément apporté qui est la dernière phrase concernant l'accessibilité, et c'est sur ce point qu'il est intéressant en fait, d'avoir cette définition, parce qu'elle permet de clarifier cette notion d'accessibilité qui est nécessaire pour faire l'entretien en fait, du système par la suite. Donc voilà, 2 définitions qui nous semblent importantes de mettre en avant. De clarifier. Alors du coup, Mathieu, on va faire un rappel aussi sur la construction de tes slides, sur la forme de tes slides, un peu dans la même logique lors du précédent webinaire. Tu as un cartouche qu'on retrouvera en tête de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces différents encadrés? Voilà, on a 3 encarts situés en haut de slide. Le premier précise le guide visé, donc là on est sur le guide EVA PDC. L'encart en position centrale nous informe sur la référence réglementaire de l'arrêté ainsi que sur la référence du guide qui fait mention de ces évolutions. Où on peut trouver l'information du coup dans Et le 3e cartouche, lui, fait mention du type d'évolution. Là, on est sur une disposition complémentaire. Ça peut être une évolution liée à l'arrêté modificatif. On le verra par la suite. Donc, voilà. Très bien, merci Mathieu. On passe du coup au chapitre 3 dans lequel on trouve l'intégration de nouvelles solutions d'EVA PDC. Mathieu, peux-tu nous les présenter et nous préciser la terminologie de ces solutions dont les noms sont dignes d'une partie de bataille navale? Je me suis permis cette petite... Oui. Alors, le développement technique de solutions qui ont été officiellement validées par le CSTB a permis leur intégration dans la réglementation et dans les guides, en l'occurrence. Alors, les 2 premières solutions que nous avons concernent en fait la rénovation performante de conduits collectifs existants de type Schint, Alsace ou 3CE tirage naturel, pour laquelle on constate que la solution en fait est d'insérer des tubes ou des conduits individuels à l'intérieur du conduit maçonné, dans le cas d'un Schint ou d'un conduit Alsace. Donc chaque conduit individuel est associé à une chaudière. Donc le conduit n'évacue que les produits de combustion de la chaudière. Dans l'hypothèse où la chaudière est de type B22 ou B23P, l'espace résiduel entre les conduits individuels et le conduit maçonné n'assure aucune fonction particulière. Donc c'est le schéma le premier schéma sur la gauche. Et dans l'hypothèse où on est sur des appareils de type C15, l'espace résiduel, lui, va assurer l'amener d'air comburant. Donc on a une évacuation individualisée et une amenée d'air comburant qui est collective au final. Et enfin, la 3e solution est
les appareils de type C11 qui sont en fait des appareils dits uniques et indissociables, à savoir que les chaudières, le conduit de raccordement, le conduit de liaison, le collecteur ne forment qu'un et l'ensemble est couvert par le marquage CE de l'appareil. Très bien, donc ça veut dire que par exemple sur le C11, l'équipement gère l'amener d'air et l'évacuation des produits de combustion quand c'est moins le cas en C15 ou en B23P par exemple? C'est pas forcément lié à ça. C'est-à-dire que généralement, on avait, comme on le disait tout à l'heure, la chaudière et le conduit de raccordement d'un côté et le 3CEP de l'autre. Là, on a vraiment un ensemble unique. C'est un package qui comprend vraiment les chaudières et le conduit collectif. Et si on pouvait faire un petit rappel de définition sur la terminologie, un appareil de type B23P, si on devait donner un petit peu les caractéristiques? Alors un appareil de type B23P, donc c'est un appareil raccordé, donc raccordé à un conduit, un système d'évacuation des produits de combustion qui va prendre l'air comburant dans le local où il est installé, qui dispose donc d'un ventilateur situé en amont de la chambre de combustion et qui évacue sous pression en fait les produits de combustion. D'accord, très bien. C'est le petit P. On voit qu'on a une question d'Éric sur le fil de discussion. Concernant la solution des tubages individuels en chinte, peut-on assurer l'évacuation de l'air vicié, entre parenthèses ventilation des logements, entre les tubages et le chinte en configuration B23P collectif? C'est technique. Je vous laisse, oui. Non. Je vous laisse répondre. Il est vrai que la solution B23P que l'on rencontre sur un conduit individuel permet, dans certaines configurations, lorsque le conduit de fumée assure ces doubles fonctions, donc évacuation des produits de combustion et évacuation de l'air vicié, on pouvait utiliser éventuellement l'espace annulaire entre le conduit et le tubage pour évacuer l'air vicié. En configuration collective, ça n'est pas envisagé. C'est pas envisagé. Non. C'est fermé définitif. C'est fermé définitif, tout à fait. Très bien, merci Mathieu. Et du coup, si on s'intéresse maintenant aux installations de 3CEP existants, avons-nous de nouvelles règles en vigueur? Alors, tu as passé un slide. Ah pardon, voilà, je te remercie. Oui, alors on a dans cette édition 2 des dispositions qui ont été apportées sur le conduit de raccordement. Conduit de raccordement d'une chaudière raccordée à un conduit collectif fonctionnant en pression. Il est possible d'avoir un parcours du conduit de raccordement dans une pièce qui jouxte en fait la pièce qui accueille l'appareil en respectant certaines conditions, à savoir qu'il faut coffrer en fait ce conduit de raccordement. Alors il est possible pour autant de s'affranchir du coffrage si le bas du conduit est situé à plus d'1,80 m par rapport au niveau du sol fini. Et en SPE, on exige simplement que le conduit de raccordement soit double enveloppe sur tout le parcours jusqu'à atteindre le conduit de liaison. Très bien. Donc du coup, toujours pareil, en fonction de la configuration, on a les règles qui s'appliquent. Du coup, là, on était sur des systèmes d'EVAPDC collectifs desservant des appareils étanches. Abordons maintenant les systèmes individuels pour ces mêmes appareils étanches. Il me semble qu'une nouveauté concerne le parcours extérieur de ces conduits verticaux, autrement dit qui remontent le long de la façade. Peux-tu nous en dire plus, Mathieu, sur ce sujet ? Alors, non, on est sur un autre point qui concerne, là, cette fois-ci, une exigence qui découle de l'arrêté modificatif du 4 mars 2021, qui, comme je disais tout à l'heure lorsque j'ai présenté l'architecture ou la structure du guide, correspond au chapitre 6. Donc lorsqu'on a un 3CEP, pour faire simple, existant et qu'on est amené sur ce 3CEP à faire le remplacement d'un appareil, on a dorénavant des exigences qu'il faut respecter et qui se traduisent dans le guide par un protocole qui se trouve en annexe 6, qui est composé de 5 phases et qui vise à s'assurer du raccordement correct de l'appareil au conduit collectif. C'est ce qu'on a sur la droite. Donc là, c'est une des étapes. Sur la droite, on voit en fait qu'on a une prise de mesure de la concentration en CO, CO2 dans l'air comburant pour s'assurer qu'il n'y ait pas une recirculation des produits de combustion dans cet air comburant. Et préalablement à l'installation, on se doit, comme l'a dit Marc tout à l'heure, s'assurer de la compatibilité entre le conduit de raccordement et le conduit de liaison. Et donc, pour ce faire, on trouve l'information dans les notices des fabricants, soit d'appareils, soit de conduits. Très bien, Mathieu. Excusez-moi pour se louper dans le lancer. Je ne pensais jamais dire ça dans ma vie, mais il y avait une erreur dans mes fiches. Voilà. Donc,
Voilà, c'est le plaisir du direct. Donc du coup, maintenant, on va vraiment s'intéresser aux conduits... au système individuel. Système individuel, donc, et les parcours extérieurs des conduits verticaux, autrement dit le long de la façade. Voilà. Quelles sont les nouveautés, Mathieu, sur ce sujet? Alors, des dispositions ont été introduites concernant les appareils de type C3, pour lesquels on a un parcours du conduit d'amener d'air et d'évacuation des produits de combustion extérieur au bâtiment, généralement en façade ou en pignon. Il est donc possible d'avoir un parcours extérieur sous condition. La première étant de devoir protéger mécaniquement à minima jusqu'à 2 mètres du sol fini la partie du conduit. Et cette obligation s'impose également lorsqu'on est en toiture-terrasse accessible. Donc il faut protéger sur les 2 mètres, c'est ce qu'on voit sur le visuel de gauche. On a également donc une autre on va dire, disposition qui s'applique dès lors qu'on a un point on va dire, dès lors qu'on a un accès qui ferait qu'on serait à moins de 60 cm du conduit, typiquement un balcon. Là, on se doit, sur le linéaire concerné, mettre en place une protection pour protéger le conduit, encore une fois. Là, ouais, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser le conduit, qu'il n'y ait pas d'impact, je sais pas, de ballon, quelqu'un qui donne un coup de dent. Ou, c'est vraiment ça, pour s'assurer de la continuité de l'étanchéité et de son bon fonctionnement, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci Mathieu. Après avoir échangé sur le parcours des conduits extérieurs, intéressons-nous aux débouchés horizontaux du terminal d'appareils étanches en partie privative. Mon petit doigt m'indique que certaines des règles ont évolué. Est-ce que je suis dans le vrai, Mathieu? Oui, tout à fait. Alors, on a eu quelques précisions à apporter en fait, sur les débouchés des terminaux ventouses horizontaux en partie privative. Donc moins de 70 kW. Alors la règle des 40-60 n'évolue pas, ça il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, on a dorénavant une hauteur à respecter selon la qualification de la voie sur laquelle débouche le terminal. Dans l'hypothèse où on donne sur une voie publique, on doit dorénavant positionner ce terminal à une hauteur à minima de 2 mètres. Là où, lorsqu'on donne sur une voie privative, on n'a aucune exigence. On peut positionner le terminal à moins de 2 mètres, en sachant que lorsqu'on a à moins d'1,80 m, on se doit toujours de protéger mécaniquement en fait, le débouché du terminal. D'ailleurs, on le voit dans les rues, hein, parfois, on a ces petits systèmes de protection quand c'est inférieur à 80. Exactement. Et a été également introduit le fait de ne pas pouvoir déboucher dans une cour anglaise ou saut de loup. Voilà. Très bien, merci Mathieu. Donc là, on a traité la question des terminaux horizontaux en partie privative. Intéressons-nous maintenant aux débouchés verticaux. Justement, les terminaux verticaux ont-ils également été impactés par de nouvelles dispositions, Mathieu? Oui. Et également, la première disposition concerne en fait la protection mécanique d'un conduit, d'un terminal de chaudière étanche de type C3 qui déboucherait en toiture-terrasse accessible. Il y a lieu de protéger mécaniquement le conduit et le terminal jusqu'à une hauteur de 1,80 m pour éviter, encore une fois, l'introduction éventuelle d'éléments dans le conduit qui auraient un impact sur le bon fonctionnement de l'appareil et tout risque de brûlure éventuelle aussi. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est la distance du terminal, donc toujours d'appareil de type C3, par rapport à des ouvrants ou des amenés d'air situés au-dessus. Alors, soit au-dessus sur le même bâtiment ou sur un bâtiment tiers. Là, on exige donc d'avoir une distance depuis l'axe du terminal de 2 mètres à minima. Et là, vous parliez de risque de brûlure, par exemple, c'est la température qui pourrait être... on est sur quelle fourchette de température, hein, faut pas être précis. C'est, on va dire, ça peut être 80 degrés ou un peu plus. Donc, en tout cas, voilà, on évite de s'approcher et de toucher le conduit. Je comprends tout à fait. Donc, pour clore cette seconde partie avec vous, Mathieu, tu souhaitais nous faire part de la sortie d'un nouvel ouvrage, ô combien intéressant, et rédigé par le CNPG, et à nécessairement avoir donc sa bibliothèque. C'est bientôt Noël, finalement, on se dit que je l'ai en plus, il est avec moi. Mathieu, là, je n'ai pas de reflet. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Moi, j'ai la chance de l'avoir. Peut-être que je vais me faire dédicacer par le CNPG, je ne sais pas, mais est-ce que voilà. Oui. Quelles sont les informations essentielles que tu souhaitais apporter sur ce guide? A été élaboré un guide pédagogique donc, du CNPG qui reprend en fait l'ensemble des éléments présents dans le guide thématique. On retrouve l'intégralité des textes et des dispositions.
Le plus étant qu'on a des visuels, des illustrations qui sont là pour mettre en avant certaines dispositions et mieux les comprendre, tout simplement. D'ailleurs, c'est mis en avant sur la page de garde, il y a marqué l'EVA PDC illustré. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de ce guide pour illustrer nos slides, d'ailleurs. Donc, merci au CNPG de nous avoir donné l'autorisation d'utiliser ces visuels. Oui. Et juste pour finir, vu qu'il n'a pas été possible de balayer l'ensemble des évolutions, informer les personnes qui nous regardent qu'un dossier devrait sortir prochainement sur notre site internet avec l'ensemble des évolutions du guide EVA PDC. Très bien, donc le dossier va bientôt sortir sur le site de CJBAT. Tout à fait. Et je pense qu'il y aura une communication via les différents canaux, newsletter, peut-être les réseaux sociaux. Donc restez attentifs si vous souhaitez obtenir l'information. Merci beaucoup Mathieu pour ces apports toujours très complets, très riches et très pédagogiques. Nous allons ouvrir la dernière partie avec toi, Jean-Claude. Hop, touc. Dédié à la réglementation applicable pour les sites de production d'énergie, les fameux SPE dont on a parlé. Quelles en sont les nouveautés à signaler, Jean-Claude? Tu allais trop vite là. Ouais, hop, excuse-moi. J'ai des choses à dire. Elle est sensible là. Oui, donc en fait, oui, on va vous parler un petit peu d'EVA PDC dans les SPE. Alors c'est pas vraiment une nouveauté. C'est de l'édition 2, en tout cas, c'était déjà dans l'édition 1. Il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses sur les SPE qui ont été déjà balayées par Mathieu. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Néanmoins, en fait, comme on n'en avait pas beaucoup parlé au webinaire précédent, il nous est apparu que c'était une bonne idée d'en parler aujourd'hui. Puis la répétition fixe la notion, donc c'est toujours bien de repréciser les choses. C'est toujours vrai. Et donc, l'EVA PDC dans les SPE, c'est très, 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 très large. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on a pris le parti, en fait, on a trouvé intéressant de faire un focus sur les appareils étanches. Alors, pourquoi les appareils étanches? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, en fait, les règles, les dispositions qui étaient appliquées concernant l'installation des appareils étanches dans les SPE, SPE, sites de production d'énergie, elles étaient un petit peu disséminées, pas trop faciles d'accès. Le fait d'avoir tout à disposition maintenant dans le guide, ça permet vraiment, c'est vraiment ça une nouveauté en tant que telle. Donc on a trouvé intéressant de faire ce focus aujourd'hui uniquement sur les appareils étanches qui sont installés dans les SPE. Très bien. Et donc comme Mathieu, Mathieu, c'est un ouvrage, oui. Vous, c'est un outil. Un petit outil, je vous dirais, un petit outil en préparation sur le site de CJBAT dédié aux débouchés des cheminées, de chaufferie. On ne dit pas un petit outil, on dit un bel outil. Un bel outil. Si on ne va pas le rapetisser, cet outil. Alors justement, comment fait-on pour évacuer les produits de combustion dans un SPE? Est-ce la même chose que pour les logements? Alors non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des règles particulières. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que, pour les SPE, alors, encore une fois, je rappelle, les sites de production d'énergie, on va parler des sites de production d'énergie en générique, mais en fait, vous savez, les sites de production d'énergie, il y a les locaux de production d'énergie, les emplacements de production d'énergie et les aires de production d'énergie. Donc, les aires de production d'énergie, aujourd'hui, pour des raisons évidentes, on va les laisser de côté, parce que ce sont des sites qui sont destinés à accueillir des appareils qui fonctionnent en plein air. Donc la partie... C'est évident pour vous, mais ça ne l'est pas. C'est pour ça que je le rappelle. Oui. Donc un petit peu moins concerné par les problématiques d'évacuation des produits de combustion, sauf sur les règles de débouché. Donc aujourd'hui, on ne va pas en parler, on va se concentrer sur les locaux de production et les emplacements de production. Donc quand je dirais SPE, il faudra comprendre LPE et EPE. Donc l'EVA PDC, là, dans ces SPE, elle est déterminée par la localisation. C'est la localisation qui va déterminer la solution. Le type d'appareil qu'on met dedans et la puissance. Donc tout ça va permettre de déterminer la fonction. Donc on va pouvoir retrouver des conduits de fumée individuels et des conduits de fumée collectifs. Les conduits de fumée individuels, c'est les conduits de fumée qui sont conçus pour desservir un ou plusieurs appareils qui sont situés au même niveau, à un même niveau. Alors que le conduit collectif, lui, il est fait, donc c'est une transposition du logement, il est fait pour desservir plusieurs appareils qui sont situés à des niveaux différents. Donc les conduits de fumée individuels, on va pouvoir les retrouver dans tous les LPE, dans tous les locaux de production d'énergie, quelle que soit la puissance.
et aussi dans les emplacements. Donc finalement, c'est une solution qu'on va pouvoir retrouver partout. Alors que le conduit de fumée collectif, lui, on va le retrouver, je dis essentiellement, pour les emplacements de production d'énergie. On va en reparler un petit peu après. Et exceptionnellement, et là j'en parlerai pas, pour les locaux de production d'énergie dans le cadre de rénovation d'ATG uniquement. Si des gens ont des questions, ils pourront nous les poser, on y répondra. Donc si on fait une synthèse, des appareils collectifs, des appareils individuels, on pourra les retrouver en LPE, quelle que soit la puissance. Et là on pourra retrouver des conduits à tirage naturel, pression ou étanche, donc on peut vraiment tout retrouver. Mais ça sera des conduits individuels, un ou plusieurs. Chaufferie, on retrouvera là que des appareils collectifs à tirage raccordés à un conduit à tirage naturel. Donc ça je vais en parler aussi juste après. Et dans les emplacements de production d'énergie, donc sous-entendu ce sont des sites qui ne font que moins de 70 kW, on ne retrouvera là que des appareils étanches. Et la particularité, c'est que pour les emplacements de production d'énergie, on peut retrouver de l'individuel et du collectif. Justement, on va mettre l'accent sur les chaufferies qui sont raccordées à des conduits de tirage naturel. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas mettre d'appareils étanches pour les chaufferies? Oui, alors là, donc un petit rappel, c'est pas un détail, mais donc une chaufferie, en fait, c'est un LPE de plus de 70 kW particulier. Donc, il répond à une définition particulière. Donc on ne peut pas mettre d'appareils d'étanche dedans, ni en pression, mais uniquement des appareils de type B qui sont raccordés à des conduits de fumée à tirage naturel. Donc une chaufferie, il y a une définition bien particulière. Et donc elle est dédiée au chauffage collectif et ce sont des appareils qui sont raccordés à un conduit à tirage naturel. Du coup, on écarte ce cas-là de notre propos d'aujourd'hui. Le raccordement se fera classiquement depuis un Carnot, un conduit de raccordement, directement un conduit d'évacuation individuel, forcément, de type B. Bon. Mais justement, donc finalement, quand est-ce qu'on peut installer un appareil étanche en SPE? Est-ce qu'il y a encore des restrictions à porter à connaissance? Alors donc, effectivement, il y a des règles particulières, hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les appareils étanches, finalement, ils peuvent être installés dans tous les SPE, hein, que ce soit des LPE ou des EPE. On peut envisager de les installer partout, sauf, on vient de le dire, dans les locaux qu'on va appeler chaufferies maintenant. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que la puissance utile totale des appareils de type C, donc des appareils étanches qu'on va retrouver en SPE, elle est limitée à 250 kW. Ça, c'est un postulat de base. Il y a une raison particulière à ce 250 C'est la réglementation qui a été faite comme ça. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi on s'est arrêté à 250. D'accord, ok. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut la porter à 2000 kW, cette puissance utile totale. Mais uniquement dans le cas des SPE qui sont non surmontés d'étages, d'accord, avec des dispositions particulières que je citerai tout à l'heure. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que en fait, les appareils étanches qui sont installés en SPE sont particulièrement appropriés aux installations hybrides, dont on commence à entendre parler aujourd'hui, parce qu'en fait, on a la limitation du risque de coactivité entre la chaudière, l'appareil étanche, et puis d'autres appareils qui seraient présents dans le LPE. Donc ça permet déjà d'envisager une installation, on va dire, un petit peu plus sereine. D'ailleurs, ceux qui se sont connectés un petit peu en avance ont dû voir que l'hybride était le mot à la mode, puisque la web-série de CGBAT, on vous a diffusé l'épisode numéro 3 qui faisait justement la promotion des usages hybrides. Donc voilà, donc c'est vraiment un terme à la mode pour aller dans votre sens, Jean-Claude. Et le dernier point, des contraintes de débouchés. Eh bien, il y a quand même, donc, encore, dernière particularité, il y a des contraintes de débouchés à respecter qu'on va voir, qu'on va lister ci-après. Très bien. Y a-t-il des règles particulières pour ces systèmes étanches ou bien est-ce la même chose que pour les appareils de type B, du coup, Jean-Claude? Donc, comme je disais, il y a des règles particulières. Voilà. Alors, on va parler du parcours, des conduits, du dispositif, et on va parler de débouchés. Si on parle de parcours, il y a les parcours horizontaux et puis les parcours verticaux. je vais enfoncer des portes ouvertes. Donc si on parle d'abord, si on s'arrête sur les systèmes horizontaux, donc parcours horizontaux, des appareils étanches, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va retrouver, on peut retrouver des conduits et des terminaux concentriques ou dissociés. Les conduits concentriques, en fait, vous avez c'est peut-être un rappel, mais ça ne mange pas de pain. Vous avez le conduit d'évacuation des produits de combustion qui est entouré par le conduit d'amener d'air. Ouais. Alors que lorsqu'ils sont dissociés, vous avez le conduit d'évacuation qui est à côté du conduit d'amener d'air. Donc ça
ça augure des contraintes un petit peu différentes, on sent bien, hein, au niveau entourage ou environnement du conduit. C'est la première chose. Et ce qu'on peut dire donc sur ces systèmes horizontaux, une disposition qui est incontournable et qui fixe bien les choses, c'est que le débouché doit être directement sur l'extérieur, à travers la paroi du SPE. Ça veut dire quoi finalement? On n'a pas trop le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas traverser, quand on met un appareil étanche et qu'on veut sortir en horizontal, on ne peut pas traverser d'autres locaux. Donc on est obligé de sortir directement depuis une des parois du local. Ça, c'est la chose la plus importante à dire. Ça fixe bien les idées. Et la dernière chose, comme je viens de le dire, en horizontal, on est limité à une puissance utile de 250 kW. Donc là, on était sur les conduits horizontaux. Maintenant, on s'intéresse aux conduits verticaux. Voilà. Ouais, ça, donc le parcours, toujours. Ouais. Hein, on ne parle pas du débouché, on est toujours dans le parcours. Alors pour les conduits, les systèmes verticaux, donc de type C3, là, on a toujours la possibilité de retrouver des conduits, des terminaux concentriques ou dissociés, sauf en emplacement de production d'énergie, et je reviendrai juste après. Ouais. Et alors là, par contre, on peut avoir des conduits qui soient individuels ou collectifs, on peut les retrouver en extérieur ou en intérieur, donc on va avoir un parcours intérieur au bâtiment, extérieur au SPE, mais intérieur au bâtiment. Mais quand on sera en intérieur, il faudra obligatoirement placer le conduit ou les conduits en gaine, s'ils sont dissociés, en gaine. C'est obligatoire. Et ça a son importance parce qu'en fait, ça permet d'envisager de traverser d'autres locaux, puisque c'est sous gaine. Très bien. Ce qui n'est pas le cas avec les parcours horizontaux. Donc le juste après, c'est maintenant, je pense, comment fait-on pour réaliser ces conduits verticaux, Jean-Claude? Oui. Hop. Alors, c'est pas très, enfin, on n'a pas trop de choix, c'est soit on a un parcours extérieur. Dans ce cas, ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est la protection mécanique. Donc Mathieu en a parlé un petit peu. Hein. Il y a deux cas, en fait. Les parties de conduit qui sont situées à moins de 2 mètres du sol. On est plutôt sur, quand on remonte en façade depuis un SPE. Donc tout ce qui est à moins de 2 mètres du sol, on protège. C'est valable pour l'extérieur, donc le sol extérieur, ou les terrasses accessibles, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et de la même manière, ce que disait Mathieu aussi, c'est que sur la remontée en façade, qui est pourvue d'ouvrants ou de balcons, quand on passe à moins de 60 cm du point le plus proche d'un emplacement accessible, à ce moment-là, il faut protéger. Ce qui veut dire que si on remonte en façade avec un enchaînement de balcons et de fenêtres, on peut très bien se retrouver avec une protection toute hauteur, quoi. C'est une éventualité, quoi. Je posais une question un petit peu poil à gratter. Là. Si, les architectes, qu'est-ce qu'ils vont penser de ces dispositions? Si vous avez des dispositifs de protection voilà, pour l'intégration visuelle, comment il y a des... Ça peut être un coffrage, ça peut rendre le conduit... c'est une protection mécanique, mais après, laisser libre choix de la donc forme. Il y a des solutions d'intégration pour que ce soit esthétiquement plus... Oui. D'accord, très bien. Ça, c'est le cas où on choisirait de passer par l'extérieur. Et puis si on passe par l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, on est obligatoirement en gaine, avec des gaines qui répondent à des prescriptions. Alors, pour faire simple, si on est en conduit concentrique, ce qui doit être... la plupart des cas, la gaine doit répondre aux mêmes caractéristiques que les gaines qui sont dédiées aux conduits de fumée à tirage naturel. Si on est en conduit dissocié, en fait, il faudra utiliser les dispositions, les caractéristiques des gaines pour conduit de fumée en pression. Alors, il y a des différences notables, je les ai listées là, mais donc les gaines pour conduit dissocié, on n'a pas le droit, enfin, on ne doit les ventiler uniquement que de l'extérieur, alors que les gaines pour conduit concentrique, donc l'essentiel, elles peuvent être aussi ventilées depuis l'intérieur du SPE ou depuis l'extérieur. Et puis, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on est à plus de 70 kW, quand on fait passer plus de 70 kW dans le conduit, la gaine, elle doit être coupe-feu 2 heures. Et puis, elle ne peut pas servir de ventilation du SPE. Ça, c'est des règles de base, en fait. Ouais. Et quand on est à moins de 70 kW, la gaine, elle doit être coupe-feu 1 heure. Et elle, par contre, elle peut servir de ventilation du SPE. Ouais, c'est des caractéristiques générales. Très bien. Et maintenant, là, on était sur le conduit vertical. Et maintenant, si on fait un focus sur les débouchés, est-ce qu'il y a des exigences particulières sur les débouchés? Oui, toujours. Ouais, je suis désolé, elle est sensible. Toujours. Alors, si on se focalise donc sur les terminaux de moins de 70 kW, donc là, dans ce cas-là, en fait, les règles, c'est les mêmes règles que celles qui ont été décrites par Mathieu tout à l'heure. Les mêmes règles de débouché que les conduits de type C en partie privative. C'est la même chose. Donc, je rappelle vite fait, c'est
On protège si le débouché, qu'il soit horizontal ou vertical, se fait à moins de 1,80 m du sol. Si on débouche sur une circulation publique ou une terrasse, là, du coup, on doit passer au-dessus de 2 mètres par rapport au sol. C'est la règle des 40-60 qui s'applique. Interdiction de déboucher dans les cours anglaises ou les courettes fermées. Et donc, c'est les règles. Et de base, en fait, on va dire, qu'on retrouve en partie privative. Et si on débouche en toiture, il faut avoir une distance minimale de 30 cm entre le haut du terminal et puis la base du toit. Donc c'est vrai que s'il y a des dispositions similaires en fonction des typologies, c'est quand même pas mal parce que ça rassure un peu les gens. Oui. Ça évite de se mélanger. Donc là, on était sur les terminaux, sur les puissances inférieures à 70 kW. Et si maintenant on est sur les SPE supérieurs à 70 kW, comment ça se passe? Là, ça change un petit peu. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc on peut dissocier en fait les puissances utiles totales qui sont inférieures à 250, donc supérieures à 70 et inférieures à 250. Là, la règle elle est relativement simple. En fait, on ne peut pas déboucher, que ce soit en horizontal ou en vertical, on ne peut pas déboucher en façade ou en pied de façade d'immeuble à partir du moment où il y a des entrées d'air et des ouvrants. Finalement, ça laisse la place de déboucher sur des pignons aveugles, qui ne comportent pas d'ouvrants ou d'entrée d'air, ou alors au dernier niveau, ou en toiture, ou en terrasse. C'est pour éviter de polluer finalement on commence à avoir des puissances qui sont relativement conséquentes, là, et donc on ne peut pas gérer ça. Vous savez qu'à moins de 70 kW, on peut, on vient de le voir, on peut déboucher en façade en respectant la règle des 40-60. Là, avec des puissances plus élevées, on ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de recirculation, de réaspiration, etc. Okay. Du coup, la réglementation dit on est en pignon, et en pignon aveugle, ou alors finalement au niveau du toit. Ça, c'est la règle la plus importante, qui est la contrainte la plus importante, et pas de déboucher en courette ou en configuration de bâtiment à U, et on doit déboucher à 1,80 m minimum au-dessus du sol environnant. Je vous ai posé la question parce que je pense que c'est important aussi que le public comprenne pourquoi il y a des règles. C'est-à-dire que c'est plus facile d'appliquer une règle si on comprend pourquoi elle existe, et c'est pour ça que je souhaitais que vous reprécisiez ce propos. Et donc du coup, voilà, je précise ce petit message. Et du coup, si on continue votre slide, Jean-Claude. Alors on a dit tout à l'heure qu'on pouvait passer au-delà des 250 kW dans des cas particuliers. Dans un cas particulier, effectivement, au-delà de 250 kW et jusqu'à 2000 kW, en fait, la règle se durcit. Et là, on ne peut plus déboucher, même si, en façade d'immeuble, même si c'est une façade aveugle. Donc ça oblige finalement à avoir un SPE non surmonté d'étage, donc soit on est au dernier niveau, soit en terrasse. Et donc là, effectivement, on peut monter jusqu'à 2000 kW. Mais là aussi, il y a des règles un petit peu particulières, elles sont peut-être un petit peu compliquées à expliquer, mais au-delà de 250 kW, on peut, jusqu'à 250 kW, quand on est en terrasse, on peut sortir en terminal horizontal. Si on veut passer au-delà de 250 kW, il faudra forcément rajouter des terminaux verticaux à ce SPE. Donc on aura une espèce de cas de multiples sorties horizontales et verticales pour atteindre les 2000 kW. D'accord. C'est un petit peu compliqué, mais et là aussi, donc c'est prévu. Oui. Et pour les plus de 250 kW, donc on a un système vertical, les systèmes verticaux qui débouchent à moins de 1,80 m, qui devront aussi être protégés mécaniquement. Et là, forcément, on sera en terrasse. On voit que la régie nous a envoyé une question de Patrick. Est-ce que je peux faire remonter en façade un conduit étanche depuis un LPE situé en sous-sol et dont la puissance est inférieure ou égale à 250 kW, si j'ai bien compris? Oui. Donc faire remonter un conduit en façade sur des puissances de moins de 250, donc oui, la réponse c'est oui. Donc si le LPE est situé en sous-sol, il faudra juste veiller. Même en rez-de-chaussée, ça serait valable aussi. Il faudra juste veiller à protéger mécaniquement sur 2 mètres et éventuellement respecter les distances dont on a parlé tout à l'heure vis-à-vis des balcons. Enfin, respecter les distances. Protéger si la distance de 60 cm n'est pas respectée. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des EPE. Et est-ce que les EPE, qui sont une nouveauté de la nouvelle réglementation, présentent des particularités notables, Jean-Claude ? Oui, alors les EPE, donc les emplacements, c'est une nouveauté de l'arrêté, de la version 1 et des guides. Et donc ils sont intimement liés finalement aux appareils étanches, puisque de toute façon on ne peut pas mettre autre chose dedans. On met forcément des appareils étanches. Donc, ils sont aussi bien liés à ça parce qu'en fait, ils présentent des possibilités de configuration très très riches.
Du fait, sont particulièrement adaptés à l'utilisation de ces appareils étanches. Alors, si on parle des conduits individuels, donc, et qu'on parle de systèmes horizontaux, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, ça s'applique, hein, conduit concentrique ou dissocié. Et le conduit, il débouchera forcément directement à travers la paroi du SPE. Pas grand-chose à dire de plus. Par contre, si on a un système vertical, là c'est l'objet de 2 illustrations qu'on a. Là aussi, conduit concentrique uniquement, c'est-à-dire que là, on n'a pas le droit d'avoir du conduit dissocié pour les emplacements de production d'énergie. Le conduit peut être à l'extérieur du bâtiment ou à l'intérieur. S'il passe à l'intérieur, il sera en gaine. Je répète toujours ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et là, vous voyez sur le schéma de gauche, on a des conduits individuels qui passent en gaine. Vous voyez que la gaine pourra accueillir plusieurs conduits, donc à partir de plusieurs EPE, c'est sur le schéma de gauche. Et sur le schéma de droite, on voit que le passage du conduit peut se faire hors gaine, mais uniquement dans le cas où on traverse d'autres EPE. Et là, vous voyez une configuration particulière d'EPE, ce sont des EPE superposés. Vous voyez bien que les conduits d'évacuation ne sont pas en gaine, ils restent à l'intérieur des EPE qui se succèdent les uns sur les autres. Merci Jean-Claude pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres particularités que vous souhaitiez présenter ? Oui, donc là, on vient de voir les conduits individuels étanches. Ouais. On peut dire un mot sur les conduits collectifs étanches. Donc c'est la particularité aussi des EPE, c'est qu'ils peuvent être raccordés à des conduits collectifs. On peut faire une espèce d'amalgame, enfin pas d'amalgame, mais on peut comparer ça au logement, c'est-à-dire vous avez des logements qui sont empilés les uns sur les autres et dont les appareils sont raccordés à un conduit collectif vertical. Donc ça peut être un petit peu dans le même esprit pour les EPE. Donc ils peuvent être aussi situés à différents niveaux, dans des configurations plus ou moins différentes, et donc raccordés à un conduit collectif. Ce qu'on peut dire, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que le conduit d'évacuation, le conduit de raccordement, lui, il doit être entièrement entouré par le conduit d'amener d'air. Donc là, on n'a pas le choix, ça sera du concentrique en conduit de raccordement, et je rappelle, c'est entièrement à l'intérieur de l'emplacement de production d'énergie. On ne peut pas avoir un conduit de raccordement qui sort. Et en ce qui concerne le conduit collectif, eh bien là, encore une fois, il pourra se situer à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. Il fera, on en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure, donc il fera l'objet forcément de systèmes d'objets d'ATEC ou de documents techniques d'application. Lorsqu'il sera en dehors de l'EPE, il sera en gaine, sauf s'il est traversé d'EPE, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la gaine, en fait, ça sera les mêmes caractéristiques que les gaines de conduits à tirage naturel. Donc vous voyez sur les petites illustrations de gauche, là, vous avez plusieurs EPE qui sont raccordés à un conduit et qui s'apparentent vraiment à ce qu'on peut trouver dans le raccordement de logements. Et sur la petite illustration de droite, vous avez un raccordement, un conduit collectif qui est situé à l'extérieur. Ce qu'on peut dire pour finir, mais encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, il faut bien veiller à la compatibilité entre l'appareil et les conduits. C'est décrit, ça doit être décrit par le fabricant et mis à disposition des installateurs. Et comme pour le logement, l'ensemble de l'installation devra être vérifié sur le protocole 3CEP. Et ça, c'est un point que vous avez tous relaté tous les trois, donc c'est un point hyper important. Pour terminer votre intervention, Jean-Claude, vous vouliez parler de l'outil. Eh bien, en fait, il va y avoir une sortie prochaine d'un outil de simulation qui va s'appeler probablement hauteur de conduite fumée. L'idée, en fait, c'est de vérifier si la hauteur du conduit qui est prévue par le fabricant, elle va être conforme aux règles du guide EVA-PDC et de la réglementation ICPE sur le plan des obstacles environnants. Vous savez que quand on érige un conduit de fumée, dans un environnement particulier, il y a des bâtiments autour ou d'autres choses qui peuvent constituer des obstacles environnants. Et en fonction de la hauteur de ces obstacles environnants, il y a des règles à respecter, des règles de calcul, et on ne peut pas tout faire. Donc cet outil permettra de vérifier si on est dans les clous ou pas vis-à-vis de ces réglementations. Donc on ne traitera pas le cas des conduits étanches. Donc là, on sera sur les appareils de type B, tirage naturel, pression. Et cet outil sera disponible sur le site cjbat.grdf.fr. Donc on voit que la date, c'est premier semestre 2023. Oui. Très bien, donc restez
connectés aux moyens de communication de CGBAT justement pour avoir accès à ces informations. On en a fini pour vos 3 interventions. Merci beaucoup, messieurs. On a une question pour clôturer ce webinaire sur le guide EVA-PDC d'Olivier L et David C. Alors, l'annexe 1 du tableau 5 indique les compatibilités des systèmes EVA-PDC et des chaudières dans le cadre de leur certificat CE. Pour les types C1, C3 et C9, le seul système autorisé est celui fourni et vendu par les fabricants de la chaudière, ou peut-on utiliser n'importe quel fabricant de produits de fumisterie? Question assez dense, pas mal d'informations. Qui peut prendre cette réponse? Je peux donner déjà un premier élément. Les chaudières C1, par exemple, sont certifiées avec l'évacuation des produits de combustion. Donc on ne peut pas, quand on achète en fait la chaudière, on achète en même temps le conduit ventouse, par exemple, pour le C1. Donc ça, pour C1, C3, C9, c'était C9. Oui, C9, oui. C'est fourni avec le fabricant. Après, il y a d'autres systèmes. Alors, il faudra regarder dans le tableau. Il y a d'autres systèmes où on peut appairer un autre système et qui a été testé en fait par un fabricant d'EVA-PDC. Mais du coup, on retrouve les questions, les réponses dans le guide finalement? Oui. Là, c'est dans le guide EVA-PDC. Dans le guide EVA-PDC. Ouais, ok, super. Mais écoutez, pour respecter le timing, puisqu'il est midi 2 et comme on a commencé à 11h02, on va rendre l'antenne. Si vous avez des questions complémentaires, vous savez que vous avez l'outline de CGBAT, dont vous avez le numéro qui s'affiche à l'écran, le 09 69 32 98 88. Voilà, vous pouvez les appeler de 9h à 17h30 de mémoire. Donc n'hésitez pas à les contacter, restez connectés à nos réseaux CGBAT, que ce soit le site internet, la newsletter ou les réseaux sociaux pour avoir accès aux compléments d'information. On vous souhaite une bonne fin de journée, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite en 2023 pour de nouvelles aventures avec CGBAT. Bonne journée à vous, au revoir. Merci messieurs.